ta plus grande fierté? Ah bah tu vois, direct. Je l'aime tellement, c'est ouf. Je suis très émotif, en fait. Et J'ai pas ta chance. Toi, t'as 40 ans aujourd'hui, 41. Stéphane Rodriguez. 41? Ouais. Oh, tu les fais pas. bah, c'est pour ça que je lance mon programme, je t'en parlerai, mais oui. Ah bah oui, tu vas m'en parler Après, il dans n'y a pas de quelques magie, instants. je fais rien de spécial, il n'y a pas de... tu vois. Ah bon, tu fais rien de spécial? Non. Mais moi, ça se voit que c'est pas non plus lisse, tu vois, c'est pas ouf, c'est juste que, voilà, je pense que le stress, c'est le numéro 1. Ah bon? J'évite le stress. Tu penses que le stress, c'est ce qui nous vieillit le plus? Ouais, complètement. Mais alors, je vais avoir l'air d'avoir 80 ans dans 5 ans, moi. À toi de réduire. À moi de réduire le stress. On va parler justement, Stéphane Rodriguez, de ce programme que tu développes. Tu es à fond là-dedans, dans le sport, dans la meilleure version de soi-même. Tu pourras nous apporter tes connaissances là-dessus dans quelques instants. J'espère. Stéphane, tu es créateur de contenu. Tu es également entrepreneur. Tu as participé, on s'en souvient tous, à Secret Story 8. On va revenir dessus parce que tu avais un secret lié avec une candidate qui avait fait le buzz à l'époque, qui s'appelait Jessica Da Silva et qui a complètement quitté les radars de la télévision, un peu comme toi. Ouais. Hein? Moi, je fais le sous-marin, je réapparais, je repars. Oui. Je sais pas trop. Toi, c'est une télé-réalité tous les 10 ans. C'est ça. Voilà. Dans 10 ans, s'il est célibataire, il fera le bachelor. Ouais. Bon, dans 10 ans, si, ça se peut, 50, 51, ça peut le faire. Mais, vous le savez sans doute moins, Stéphane Rodriguez a participé à une émission de télé-réalité alors qu'il était tout jeuneau, mais je l'ai retrouvé. Ah, t'as retrouvé? Ouais, j'ai tout retrouvé. Ah, il dure. Donc T'as pas retrouvé grand-chose, je pense. Ah, je vais pouvoir te questionner. D'accord. Quand même dessus. Stéphane, t'as grandi au Luxembourg. Ouais. Quel souvenir tu gardes du Luxembourg, de ton enfance là-bas? Écoute, alors déjà, j'ai une très belle enfance, parce que j'ai eu la chance de grandir en centre-ville, donc j'avais plein de potes, j'ai toujours grandi vraiment dans une atmosphère assez cool. C'est un pays qui était, à l'époque en tout cas, qui était vraiment agréable à vivre. Après, il y avait toujours une nuance, c'est que moi, j'ai jamais collé au schéma de vie un peu linéaire et routinier que tout le monde aspire à avoir au Luxembourg. Moi, j'étais toujours à contre-courant et j'ai toujours dit, depuis mon plus jeune âge, on se moquait de moi d'ailleurs quand j'étais jeune, je disais, tous, je vous emmerde, globalement, hein, on va le dire clairement, moi je serai à Hollywood un jour, je peux pas vivre ici, et c'est effectivement ce que j'ai fait, donc j'ai bougé, mais sans regret, une très belle enfance. T'as un compatriote à toi qui vient du Luxembourg aussi, qui est célèbre. Dylan Thierry. Ah, Dylan, oui, exactement. Vous connaissez? On se connaît, ouais. C'est vrai? Ouais, on se connaît. Quand on était à Paris à l'époque, je crois qu'il était avec Fidji, si je me trompe pas. On s'est fréquenté un petit peu, on allait au sport ensemble. C'était avant Koh-Lanta, je crois, ou tout juste après. C'est dans cette période où il n'était pas encore parti vraiment dans le milieu de la télé-réalité pure. Il te disait qu'il voulait faire de la télé, lui? Il me questionnait, comme moi j'avais déjà fait Secret, il me questionnait un petit peu sur comment exister dans ce milieu. Moi, je lui avais dit, c'était mon conseil à l'époque, et il s'en souviendra, je pense, s'il regarde cette émission. Je lui avais dit qu'en ayant fait Koh-Lanta, en ayant eu un buzz, bon ou mauvais, ça c'est après propre à chacun, je lui ai dit, moi, je te conseillerais de disparaître et de revenir avec un projet, de revenir avec quelque chose de concret, parce que tu as une visibilité, à toi de la convertir en quelque chose de réel. Il m'a pas trop écouté. Enfin, après, voilà, il a fait son chemin, il a fait son chemin télé, il a fait vraiment... Voilà, après, je juge pas sa carte. Il t'a écouté. Il a créé les faux AirPods. Oui, c'est un projet, écoute, qu'est-ce que je te dise. Mais c'était pas exactement le sens de mon conseil. Je me doute. Mais globalement, oui, il a fait son truc, on l'aime ou qu'on le déteste. C'est quelqu'un quand même qui a un bon fond. Après, il a fait beaucoup d'erreurs dans son parcours, mais je pense que foncièrement, c'est pas quelqu'un de mauvais et c'est ça qui compte au final. Et alors, comme ça, j'ai découvert que tu avais une fibre nomade. Depuis que tu es adolescent, tu as commencé à voyager depuis tes 17 ans. Mais alors, partout dans le monde. Ouais. En gros, je pense que c'est, tu sais, quand tu grandis dans une famille où soit ils voyagent beaucoup et tu reprogrammes, enfin, tu reproduis le schéma, soit tu fais l'inverse de ce que tu vis. Moi, j'ai des parents qui travaillent beaucoup. Ils ont toujours été présents pour moi, ils ont travaillé à la maison. Mais je pense que sur toute mon enfance, j'ai dû aller une fois au Portugal et une fois en Tunisie. Donc moi, j'ai toujours dit, le jour où j'ai l'âge de partir, je vais faire que ça. Qu'est-ce que ça t'apporte, le voyage? Je crois que ça m'apporte tout. En fait, ça m'apporte et ça m'a rendu qui je suis aujourd'hui. Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a fait comprendre que le monde est vaste, ça m'a fait comprendre qu'en fait, tout tourne pas autour de ce qu'on peut connaître dans son petit microcosme. On peut venir de n'importe où, finalement. On a toujours tendance à vivre dans une bulle. Ça peut être une bulle de richesse, de pauvreté, de haine, de violence, de tout. Il y a toujours autre chose ailleurs et sans le voyage, on a du mal à le réaliser. Même si on le sait
intellectuellement, on n'arrive pas à le visualiser vraiment. Moi, je suis persuadé que tu arrivais à le visualiser et à le réaliser parce que tu as un QI de 146. Qui a dit ça? C'est toi? J'avais fait un test, oui, chez le médecin, oui, mais j'en ai jamais. Enfin, c'est marrant que je l'ai dit parce que je sais pas du tout mon. Enfin, je vais pas l'apprendre. En fait, je pense que c'est sorti à l'époque où il cherchait un secret pour moi sur Secret et il me demandait qu'est-ce que t'as de particulier. J'ai dit, bah, j'ai pas de truc de particulier, j'ai pas une balle de fusil coincée dans la tête, j'ai pas un truc bizarre. Après, oui, j'avais fait un test de QI parce que voilà, mais c'était pas forcément ce que je voulais mettre en avant. Il m'avait sorti champion de sport de combat. Enfin, je veux dire, des champions de sport de combat, il y en a des milliers. Je voyais pas non plus quelle était la grande nouvelle. Et finalement, bah, j'ai eu un secret technique plus mécanique de la prod, mais ouais, c'est peut-être de là que t'as l'info, c'est ça? Mais alors, qu'est-ce que ça change d'avoir 146 de QI, 146, oui, de QI, quand la moyenne française, elle est à 98? Est-ce que tu sens une différence? Non, parce que je me compare pas. Maintenant, ça peut porter aussi préjudice à la façon d'analyser la vie, parce qu'on a tendance à trop l'analyser. On a une pensée pour la plupart des gens qui ont une réflexion un peu plus poussée, c'est une pensée en arborescence, et quand on n'arrive pas à la contrôler, c'est très dur de se focaliser, c'est-à-dire qu'on part dans tous les sens, et c'est un peu le fil conducteur de ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais plein de choses, et manque de peau, on est dans un pays, et même en Europe en général, beaucoup en France, c'est mal accueilli d'être polyvalent. C'est soit on fait quelque chose de bien, soit on fait tout, mais mal. Et donc moi, ça m'a porté plus préjudice qu'autre chose. Au final, aujourd'hui, je le vis très bien, parce qu'avec le temps, j'ai appris à m'accepter comme je suis. Je suis un peu un ballon d'hélium. J'ai toujours besoin d'avoir dans ma vie des gens qui savent un petit peu, tu sais, tenir le fil. Donc ouais, c'est un avantage parce que j'adore analyser le monde, mais en même temps, c'est compliqué de parfois trop l'analyser et de le réaliser vraiment. Est-ce que ce QI peut avoir un lien avec ton don d'hyperanalyse? Après, tu sais, pour moi, l'intelligence, il n'y a qu'une forme, on va dire la plus pure d'intelligence, c'est l'adaptation. Tout le reste, l'intelligence, elle est tellement divisée en plusieurs parties. Il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence visuelle, etc., etc. Pour moi, il y a juste une intelligence qui englobe tout, c'est l'adaptation. Pour moi, quelqu'un d'intelligent, s'il ne sait pas s'adapter à qui il a en face, à comment se comporter dans le monde, il peut avoir même 200 QI, ça ne sert à rien. On prend l'exemple d'Elon Musk, c'est un génie. Pour moi, c'est un des plus grands génies de notre époque. Bah, il a un peu... on sent qu'il y a de l'autisme derrière, on n'aimerait pas sa vie. C'est compliqué de vivre avec ça. Donc moi, je me compare absolument pas à qui que ce soit, sur encore moins Elon Musk. J'aimerais bien, mais bon. Mais c'est pas forcément positif à vivre. C'est quoi cette faculté d'hyperanalyse que tu as? Ben en fait, c'est que je fais pas exprès. En fait, j'analyse même un peu contre ma volonté, un peu tout ce qui m'entoure tout le temps. Tout le temps, j'arrive pas à lâcher prise. Et après, il y a des déformations professionnelles. Par exemple, comme j'ai des restos, quand je vais manger dans un resto, je peux pas m'empêcher de compter les couverts, de regarder, d'essayer de penser aux chiffres, de regarder les prix des menus, de regarder la clientèle, de voir s'il y a des erreurs de déco. Et ça, j'y peux rien. Et c'est un truc que j'ai d'avant et que j'ai juste utilisé dans le professionnel. Et inconsciemment, qu'est-ce que tu as hyper analysé en venant dans mes studios? Que ta porte de féminité est extrêmement assumée, que j'adore. Ce serait pas la déco que j'aurais chez moi. Perso, il y a beaucoup de roses. Non, mais je trouve que tu es quelqu'un qui aime le détail, qui a beaucoup de bagou et qui assume complètement ses idées et s'en fiche complètement de ce que les gens peuvent penser de comment tu l'amènes, tout simplement. C'est un peu globalement ce que je vois en regardant ton studio. Après le bac, Stéphane Rodriguez, tu deviens professeur de français. Alors, pas tout de suite. En fait, à la base, je suis parti à Paris pour être acteur, parce que c'était l'idée principale. Et j'avais mes parents un peu de la vieille école, surtout ma mère, qui ne comprenaient pas trop mon schéma de... je commençais le mannequinat au Luxembourg, mais mannequinat... les enseignes de supermarché pour faire les chaussettes et les slips dans les brochures gratuites. Et petit à petit, je me suis dit, je vais aller à Paris, parce que c'est quand même encore au niveau géographique, c'est pas trop loin. On part dans la grande ville sans non plus partir à l'autre bout du monde. J'ai fait le cours Florent, 2 ans. Je me suis fait virer, parce que j'étais un petit peu rebelle à l'époque. Ensuite, j'ai fait l'écart, donc encore une école d'acting que j'ai réussi à finir jusqu'au bout. Et après, derrière, je me suis dit, il faut quand même que j'arrive à choper quelque chose de concret. Et depuis tout petit, j'ai toujours eu une passion pour l'écriture, pour les lettres, pour la littérature en général, mais beaucoup pour les mots. Et donc, je me suis dirigé vers l'enseignement. J'ai fait les étapes nécessaires pour devenir, entre guillemets, auxiliaire. On appelle ça, en fait, au Luxembourg, on appelait ça remplaçant permanent. C'est-à-dire que c'est le même métier. Donc, c'est un enseignant, c'est prof. À la seule différence qu'on n'est pas employé d'État. Donc, le salaire diffère de quelques euros de l'heure.
Mais globalement, c'était ça, avec le côté liberté en plus, parce que du jour au lendemain, je pouvais arrêter. Mais t'avais une classe donc devant toi. Ah oui, j'avais des classes devant moi, oui. Et j'ai adoré ça. Enfin, j'ai adoré l'aspect classe. Quand la porte était fermée, que j'avais mes élèves, c'était quelque chose que j'ai profondément adoré, parce que j'adore enseigner, enseigner un petit peu entre les lignes. Tu vois, comme moi je dis toujours enseigner les touches noires du piano. Parce que tu as le cours et tu as l'enseignement de vie que tu ne peux pas forcément enseigner dans les livres. Et moi, j'ai adoré transmettre ça. Problème, c'est qu'avec les autres profs au Luxembourg, j'étais un petit peu tatoué, j'avais une grosse barbe, j'avais déjà fait du mannequinat, je m'étais acheté ma première Porsche à 22 ans. Je rentrais pas du tout dans les cases du professeur. Et tout de suite, on me piquait beaucoup. Bah oui, non, mais au-delà de te faire piquer, tu devais te faire draguer aussi. Ça, oui, mais ça, après, d'abord, j'étais dans une école de commerce où il y avait des jeunes jusqu'à 20 ans. Bon, j'en avais pas beaucoup plus, je devais avoir 23. Je faisais complètement abstraction. J'ai eu des monsieur, je dois aller aux toilettes, mais je sais plus où c'est. Mais je faisais complètement abstraction. Pour moi, il y avait pas de. Voilà. Et après, je suis passé dans l'enseignement primaire, où vraiment là, j'ai encore plus aimé, parce qu'enseigner à des jeunes moi, j'avais de 6 ans à 12 ans, c'est là où tu enseignes vraiment les fondements de la vie, les vraies bases. Et ça, j'ai trouvé incroyable. Qu'est-ce qui fait que tu te lances, que tu te lances dans une véritable carrière de mannequin par la suite, parce que tu travailles entre Paris et Los Angeles? Ouais, alors en fait, ça s'est passé lors je corrigeais des copies, tout simplement. Et à un moment, j'ai dit, c'est pas pour moi. Même si l'enseignement en tant que tel, je trouvais ça génial. Et en plus, au Luxembourg, c'est extrêmement bien payé. Je ne peux pas comparer avec la France. J'ai trop besoin de découvrir. J'ai une soif de vivre et de découvrir le monde qui ne me lâche jamais. Et donc, en pleine correction de copie, j'ai arrêté ce que je faisais. J'ai ouvert l'ordinateur. J'ai dit, je vais booker mon vol pour les États-Unis. Je vais booker New York, Miami, Los Angeles. Je ne reviens pas de ce voyage sans avoir un visa américain. Tu l'as eu? Ouais. Comment on obtient un visa américain? J'étais le premier au Luxembourg à vraiment faire cette démarche. Donc, j'ai pas eu d'aide. J'ai personne qui m'a tenu par la main en me disant, écoute, tu vas le faire comme ça, comme ça, comme ça. Tout simple, hein, c'est un visa qui s'appelle le O1, donc le O1. C'est un visa ils appellent ça en américain des Extraordinary Abilities. Parce que ça peut être n'importe qui. Tu peux avoir un prix Nobel en sciences, tu peux être chanteur, il faut que tu sois exceptionnel dans ton domaine. Et le mannequinat, je trouve qu'il y avait une sorte de faille dans le système. Parce que exceptionnel, ça veut dire quoi dans le mannequinat? Ça veut dire qu'en fait, tu travailles dans ton pays, que tu es reconnu nationalement. Moi, j'ai juste cumulé tous les dossiers que j'avais de shoot. Ça peut être de Sloggy, enfin, tu as des marques vraiment basses jusqu'à des trucs un peu plus hauts. J'ai tout cumulé, j'ai bien ficelé le dossier. J'ai proposé ça aux agences à New York qui m'ont dit non. Ils m'ont dit reviens, on te prend quand tu auras le visa. J'ai dit ouais, mais en fait, moi, il me faut le visa pour venir, donc voilà. Miami, ils m'ont accepté, ils m'ont dit tu auras le visa, on te le fait. Mais moi, mon but, c'était Los Angeles. Donc une fois que je suis parti à Los Angeles, j'ai dit je vais avoir le visa, donc je veux venir. Et ils m'ont pris. Et c'est comme ça que j'ai pris mes valises et je suis parti. Ça apporte quoi, le mannequinat, quand on est aussi jeune et qu'on en fait aussi jeune? Est-ce que ça duplique la confiance en soi? Est-ce que ça peut la briser parfois? Est-ce que ça donne un sentiment de surpuissance? Est-ce que ça te fait prendre conscience que tu as un beauty privilège, contrairement à d'autres? On va pas se mentir que dans le monde dans lequel on vit depuis toujours, la beauté physique, elle amène des facilités. On peut dire ce qu'on veut, c'est un fait, c'est la réalité, et je l'ai vécu parce que je l'ai vu aussi que tout est beaucoup plus simple quand on passe bien. Si après derrière on est en plus agréable, etc., on a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Dire que c'est pas vrai, ce serait du mensonge. Maintenant, moi j'ai toujours utilisé le mannequinat comme un moteur de voyage. Je me suis dit pourquoi pas voyager? Il faut gagner de l'argent pour voyager. Si le mannequinat m'en fait gagner et en plus de ça me fait voyager, mais c'est banco. Ça me fait rencontrer des gens, je gagne ma vie, je découvre énormément de choses. Pourquoi je ne devrais pas continuer et aller jusqu'au bout du truc, quoi, pour saigner le métier, quoi. Est-ce que tu l'as oublié? Je le fais encore. Non. Elle. Shaim. Oh, tu m'as bien eu là. Écoute, alors pour moi, c'est con à dire, mais pour moi ça a toujours été Tamara, parce que moi la chanteuse, on a toujours eu cette relation à l'époque on était très proches, on n'a jamais parlé boulot. Elle a jamais vraiment su ce que je faisais dans le mannequinat. Moi, sa carrière musicale, forcément, je savais, mais j'en avais strictement rien à faire. Juste que j'explique pourquoi je t'ai posé cette question-là, ouais. C'est parce qu'il y a 16 ans, tu as tourné dans son clip Oublie-moi. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je t'ai demandé bien si tu l'avais oublié. Tu m'as retrouvé aussi là-dessus. Mais est-ce que toi, tu penses qu'elle t'a oublié? On se parle plus depuis, là, ça doit faire plus de 10 ans. Oui. Parce qu'on s'est embrouillé aux alentours de 2014, je crois, pour des raisons un peu bêtes.
Et on est très têtus tous les deux. Moi, j'avais mes positions, elle avait les siennes. On a décidé de juste couper les ponts. Et on n'a plus jamais reparlé depuis. On a vécu de belles années vraiment proches. Elle est venue en Afrique du Sud quand j'habitais là-bas. On se fréquentait beaucoup à Paris. Mais ça a toujours été très cool. C'est la vie. Enfin, je lui souhaite le bonheur. Je sais pas ce Mais vous avez été en couple? Non, pas du tout. Mais jamais. Ça a toujours été des rumeurs que j'ai toujours démenties. En fait, on était proches. On était comme un binôme. Voilà, on peut appeler ça comme ça. On était potes. On rigolait ensemble. C'était vraiment, on se comprenait énormément. Il y a des potes qui couchent ensemble, hein. Ouais, mais c'était pas notre cas forcément, c'est pas ça le sujet. C'était juste qu'on s'entendait bien. C'est-à-dire que moi, j'ai énormément de potes mecs, des potes filles, j'en ai moins, et elle, c'était un peu mon pote fille, mais on était juste proches, on était juste fusionnels. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'était une relation. C'était mi-amical, pas du tout une relation amoureuse, on n'était pas en couple. C'est juste, on aimait bien être ensemble, on rigolait énormément ensemble, on faisait tout ensemble. Et quand tu dis on s'est embrouillé avec Tamara en 2014, c'était avant que tu fasses Secret Story? Juste avant, ouais, c'était dans la même période, peut-être juste avant. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes embrouillé? Parce qu'à la rigueur, moi je t'aurais dit peut-être que c'est parce que tu t'étais mis dans de la télé-réalité. Non, je pense pas qu'elle... Non, elle jugeait pas ça. Non, on a eu des différends vraiment à plusieurs plans de comment gérer nos vies perso, comment gérer le quotidien. On n'était pas en adéquation l'un avec l'autre, avec ce qu'on faisait dans nos vies perso. Et à un moment, on a dit, bon, bah, ça sert à rien de continuer parce qu'on s'embrouille pour rien, on se doit rien, donc autant couper les ponts. Comment t'as vu son évolution en tant qu'artiste? Par la suite, on l'a vu évoluer dans Danse avec les stars, d'abord en tant que participante, puis en tant que jury qui est devenue emblématique, et elle est devenue la star qu'elle est aujourd'hui. Moi, j'ai pas énormément suivi sa carrière derrière. Je vois ce que je vois comme tout le monde le voit. J'ai jamais été chercher à savoir ce qu'elle fait de sa vie. Tout ce que je sais, c'est que après 2014, rien à voir avec notre embrouille, hein. Je parle en tant que personne dans son évolution. Je trouve qu'elle est plus devenue elle-même. Avant, elle avait plus une image pour réussir dans un milieu où il y a énormément de codes à tenir. Et un jour, elle a décidé de s'émanciper professionnellement et artistiquement. Et elle est devenue qui elle est. Pour moi, c'était une belle évolution. Et j'ai pas beaucoup plus à dire sur ça, hein, honnêtement. J'ai retrouvé une ancienne photo, Stéphane. Ah bon? Je vais te montrer une photo qui date de 2004. Et tu vas me dire si tu te juges méconnaissable ou pas. Alors, c'est dur. Elle est hardcore, hein, mais je sais que c'est la seule photo que tu trouves. Ah, mais en fait, c'est pas du tout... C'est très bizarre parce qu'on dirait pas moi, même en 2004. Je te montre d'autres photos de moi en 2004, j'en ai, je pourrais t'en montrer. En fait, là déjà, j'avais pris un coup de soleil monumental. Mes cheveux, je les ai rasés juste après. Et bon, les sourcils, c'était un peu... tu sais, 2004, il faut remettre les choses dans leur contexte. Tu sais, la mode Milan, les sourcils épilés, là, on dirait que c'est très, très fin. Dans la réalité, c'était moins choquant que ça. La photo, elle est vraiment dégueulasse. Et c'est honteux, mais j'assume, parce que, écoute, c'est la vie. C'était il y a 21 ans, donc bon... L'eau a coulé sous les ponts. C'était ta période, l'île de la tentation. C'était ça, exactement. Mais vraiment, je te montrerai des photos de la même période, c'est pas du tout la même tête. Crâne rasé, les sourcils sont pas aussi fins, j'avais pas le coup de soleil vif que j'avais pris là. Donc bon. T'as quel âge là, en 2004? Là, je dois avoir 20 ans. 20 ans. Ouais. Qu'est-ce qui te fait participer à l'île de la tentation à 20 ans? Je peux enlever. Oui, on va l'enlever. Non, écoute, très simplement, j'arrive à Paris. Je viens de Luxembourg, même si je suis pas impressionné par la grande ville, quand même, tu te dis qu'il y a énormément de choses à découvrir. Et je crois que je suis arrivé en septembre. En novembre, on me caste pour l'île de la Tentation et j'ai trouvé ça, mais je crois que c'était une blague, parce que j'avais vaguement entendu parler de l'émission saison 1 et 2, on entendait tout le temps, toujours Brandon et Diana. Je me regarde, je me dis, mais ils sont aveugles ou Brandon et moi, il n'y a pas photo. Enfin, lui, c'est un gaillard, machin. Moi, je ressemble à une chaussette. Et je me suis dit, bon, on va aller faire le casting pour voir un peu l'envers du décor. Chez TF1, donc je dis, waouh, pourquoi pas. Et au casting, je me souviendrai toujours de la phrase qu'on m'a dite en partant. C'est, il y en a qui ont le cerveau, il y en a qui ont le look, t'as les deux, on se revoit bientôt. Honnêtement, j'y ai pas cru une demi-seconde. J'ai dit, oui, c'est la phrase ballot que tu dis à tout le monde. Merci, au revoir. Et en février, ils m'ont rappelé en me disant t'es pris. Et je suis parti, je crois, en avril ou mai. Moi, c'était clairement pour faire de l'argent et voyager gratuitement. Enfin, t'es jeune, t'as pas un rond. On te propose de gagner un peu d'argent et de partir. Moi, c'était au Costa Rica. Qui dit non? À l'époque, t'étais tentateur. Ouais, j'ai rien tenté du tout.
T'as rien tenté du tout Non. parce qu'on t'a pas vu du tout. C'était le but. Quasiment. Ouais, parce que j'avais déjà un petit peu compris les rouages à cette époque. Pour moi, en fait, j'avais pas menti au casting. Ils m'ont demandé si j'étais célibataire. Effectivement, j'étais en couple, mais j'étais célibataire parce que contractuellement, je n'étais pas marié. Donc célibataire. On m'a dit, tu serais capable de tenter. J'ai dit oui, si la fille me plaît. En l'occurrence, il n'y avait aucune fille qui me plaisait. Donc, encore une fois, j'ai pas menti, je n'ai pas tenté parce que, tout simplement, il n'y avait pas la chaussure à mon pied. Et je me suis dit, si je suis là pour tenter des filles qui ne me plaisent pas, et en plus de ça, je dois m'afficher, bah, autant être discret. Quel rouage t'avais compris? Bah, en fait, le rouage de la télé où tu choisis ton camp, est-ce que tu veux buzzer, est-ce que tu vas avoir du temps télé, ou est-ce que tu veux juste faire l'expérience, prendre ton argent et redisparaître? Donc ça, t'avais compris tout de suite que si tu ne faisais pas ce qu'il fallait, tu n'allais pas être montré. Totalement. Donc quelque part, ça voulait dire que pendant que tu y étais, tu regrettais un petit peu cette participation. Non, pas du tout, parce que le voyage était incroyable. J'ai découvert un pays que j'avais jamais vu, forcément. Moi, c'est Costa Rica. J'étais émerveillé. Enfin, tout le cadre du tournage était génial. Et le truc, c'est qu'au moment de la présentation face au couple, comme ça n'a jamais changé, tu voyais tous les tentateurs dire avec moi, ta meuf, c'est mort, enfin tout le blabla habituel. Moi, j'ai vraiment présenté un truc du genre salut tout le monde, il y a du soleil, on a peut-être des jet skis à dispo, ça va être génial, on va passer de super moments à rigoler tous ensemble. Et en revenant dans ma rangée de tentateurs, il y en a un qui me dit mais mec, ton discours, il est... Je dis t'inquiète pas, ils vont me couper au montage. Et c'est ce qui a été fait et on m'a pas vu. J'ai fait même le seul date, parce que si t'as fait tes recherches, t'as vu que j'ai fait du parachute. C'est le seul date que je voulais faire parce que je rêvais de faire du parachute. Donc je me suis fait pote un peu avec la prod. J'ai su en avance qui allait avoir quel date. J'ai su que c'était le parachute. C'était une fille que je trouvais très sympa, mais il n'y avait aucune attirance mutuelle. Je l'ai prise à part et je lui ai dit, écoute, c'est très simple, tu me prends moi pour ton date. Moi, je rêve de faire du parachute. Toi, tu auras un date tout en détente. Je vais pas te draguer. On va parler, si tu veux, cinéma, etc. J'ai fait mon parachute. On a passé un bon moment. J'ai bien mangé. Je suis rentré. On m'a pas vu. T'as pas regretté qu'on ne te voie pas plus au moment de la diffusion? C'était voulu, j'étais très content. Derrière, je me suis rasé la tête, on m'a oublié, et c'était très très bien comme ça. T'avais envie qu'on t'oublie à ce moment-là? Ouais. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé à Paris et que j'ai commencé au cours Florent, mon but c'était... En plus, la télé-réalité n'avait pas la même image qu'aujourd'hui. Ça n'a pas autant d'ampleur, donc moi je l'ai juste pris comme un voyage payé, clairement. Et pour moi, un voyage payé, une fois que tu es de retour à Paris, bah, le voyage payé est fini. Pas besoin de surfer dessus. Mais quand t'as vu la diff, tu t'es peut-être dit c'est pas ce que je veux faire? Bah non, parce qu'on m'a pas vu. Donc moi, je me suis dit, tant mieux. J'ai pris mon argent, j'ai fait mon expérience. Next, à voir ce que l'avenir me propose. Et tu fais quoi pendant ces 10 ans? Alors la période, elle est longue. Elle est longue, hein. Mais jusqu'à Secret Story 8? Alors 2004 jusqu'à 2009, je suis resté à Paris. 2009-2010, je sais plus, parce que j'ai beaucoup bougé. J'ai du mal avec la chronologie du temps. J'ai fait un peu de tout. J'ai continué le mannequinat, j'ai évolué dans le mannequinat. Des petits jobs pour vivre, etc. Ensuite, je suis parti en 2010 faire ma première saison en Afrique du Sud de mannequin. Grande révélation, un des plus beaux endroits au monde pour moi en tout cas. Coup de cœur avec le Cap. J'ai enchaîné plusieurs années de saison de mannequin là-bas. Et c'est aux alentours de 2012 où j'ai décidé de partir vivre aux États-Unis. J'ai fait mon visa américain, etc. Donc, tu peux compartimenter un petit peu de Paris, un petit peu d'Afrique du Sud et directement j'ai enquillé sur la case États-Unis. Comment t'as été casté pour Secret Story 8, 10 ans après? Bah, en fait, j'ai pas été casté, on m'a plutôt proposé. Parce qu'en 2010, à l'époque où je fréquentais Tamara, où on était assez proches, bah forcément, il y a eu un attrait en se disant qui est le mec du clip. C'était un peu, puisque je parlais très peu sur les réseaux, il y avait MySpace à l'époque et Facebook qui commençaient un peu à prendre de l'ampleur. On s'est dit, c'est qui le mec? On va le mettre dans Secret saison... bon, je sais plus, enfin 2010. Je sais plus, c'est donc saison 6. Non, même 4. Oui. Et je suis sorti dans la presse. On m'a pris en photo en sortant des studios, en sortant du casting. Je suis sorti dans la presse comme quoi, nouveau candidat. Donc ça a été annulé pour moi. Pas très grave. Du coup, les années ont passé, j'étais plus en France. Et 2014, à mon retour à Paris, il y a Aurore, la femme de Benjamin. Aurore Lallemand, qui était directrice de casting. Exactement, à l'époque, qui m'a appelé tout simplement, qui avait mon numéro, qui m'a appelé, elle m'a dit Steph, est-ce que maintenant que tu es de retour à Paris, ça te dit de le faire? Je dis écoute, viens, on se pose, on en discute. Si on trouve des points communs sur pourquoi, comment, etc., pourquoi pas? On s'est posé, elle a dit moi je te veux, et moi je dis écoute, pas de problème, moi je voudrais ça, que ce soit au niveau de l'image, moi je veux pas un secret lié forcément couple. Bon.
Effectivement, j'ai eu un truc, mais c'était un jeu d'acteur, donc je l'ai pas mal vu. Je lui ai bien dit que des secrets du genre Lex 2, c'est hors de question. Oui, parce qu'il voulait certainement aller là-dessus. C'était un peu la direction première, Lex de Scheim. mais moi, c'était hors de question. Je leur ai dit, si vous me faites ça, le jour du prime, je me casse. C'est hors de question. Et tu l'aurais fait? Non. Enfin, de partir? Oui. Ah oui, complètement. Ah oui, oui. Parce que je voulais jamais tirer qui que ce soit dans l'histoire, que ce soit Tamara ou autre. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de secret où tu es lié à quelqu'un qui n'a rien demandé. Non, c'était hors de question. Secret mécanique, bon, lié à une fille, effectivement, c'était pas tout à fait ce que j'avais demandé. À Jessica Da Silva, Ouais. votre secret, c'était « Nous nous sommes unis à Las Vegas pour participer à Secret Story avec comme objectif donc de faire croire aux autres candidats que vous étiez mariés depuis longtemps. » Un jeu d'acteur, ni plus ni moins, très compliqué à réaliser parce qu'on n'avait aucun atome crochu, ni elle avec moi, ni moi avec elle. Et ça, vous le sentez tout de suite qu'il n'y a pas d'atome crochu? Ah, mais zéro. C'est-à-dire, c'est le genre de nana ou de mec qu'on peut rencontrer où on se dit ah, j'aime pas, ça passe pas. Ouais, mais je pense que c'était mutuel. Hein. Moi, ça a été le cas, mais je pense qu'elle aussi. On était, mais alors, absolument pas sur la même fréquence, à aucun niveau. Enfin, Qu'est-ce que t'aimais pas? Sur le moment, hein, sur le moment. Elle était bien plus jeune, pas beaucoup d'expérience de vie, toujours son mot à dire, beaucoup de préjugés sur tout, connaître tout alors qu'on connaît pas grand-chose. Et moi, je passais pour le mec un peu qui se prenait pour un sage, qui avait déjà vécu mille. Non. Et en fait, ça collait juste pas, quoi. Donc le secret était très dur à tenir. On n'a pas énormément fait d'efforts parce que vraiment, c'était pas un cadeau mutuel, quoi. J'avais contacté Jessica Da Silva à plusieurs reprises depuis plusieurs années parce que j'aurais adoré faire une interview avec elle parce que je me souviens qu'elle avait quitté les radars de la télé-réalité du jour au lendemain. Mais peut-être qu'il y a des raisons, des justes raisons certainement. Et en 2023, elle m'avait expliqué qu'elle avait disparu complètement des radars volontairement pour s'occuper de sa famille et vivre sa vie tranquillement. C'est quelque chose que tu avais pu sentir à l'époque que la télé-réalité ne lui conviendrait pas? Écoute, je me suis pas beaucoup posé de questions sur elle, je t'avoue. Moi, une fois sortie de Secret, j'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle, à aucun niveau. Je sais juste qu'elle a fait Les Anges juste après. C'est tout ce que je sais. Mais vraiment. Oui, et je crois que c'est après ça qu'elle a tout arrêté. Ouais, il y avait eu des histoires avec Raph, des rumeurs, il y avait même, on lui prêtait même une rumeur de grossesse, etc. Peut-être que ça a été un trop. C'était trash à l'époque. Hein. Ouais, à l'époque, tout était un peu plus virulent sur tout le monde. Maintenant, comme je te dis, moi, En fait, moi, le truc, c'est que quand je fais de la télé, j'en fais, mais par contre, derrière, il n'y a pas de suite. Je reste pas dans le système, je m'informe pas, j'essaie pas de rester en vie, entre guillemets, télévisuellement, après une émission. Tu cherches pas à alimenter ton personnage télé? Pas du tout. Pourquoi? Parce que je pense que je le fais pas pour les mêmes raisons que certains. Moi, quand j'ai fait Secret de base, je suis quelqu'un d'assez solitaire, même si j'ai énormément d'amis, j'adore rencontrer des gens. Mais dans ma démarche de vie, je suis solitaire, donc je peux prendre mon sac à dos. Bon, maintenant j'ai un enfant, etc. C'est différent, mais à l'époque, je pouvais prendre mon truc et partir vivre 6 mois ailleurs dans le monde, seul, sans aucune appréhension. Et donc, moi, j'adore aller aux antipodes de ce que je suis aspiré à faire de base. Donc, tu me dis, j'aime la liberté, les voyages et la solitude. On me propose une télé d'enfermement avec des gens, avec forcément des personnalités diverses et variées. Je pense à Vivian, parce que c'est un feu d'artifice avec qui j'ai fait l'émission, qui est très drôle. Je pense à des gens qui sont complètement diamétralement opposés à moi, ça m'attire, tu vois ce que je veux dire? Si je suis fan du Japon, on me propose un voyage en Bolivie, j'y vais direct. C'est un peu le truc. Et une fois que j'ai fait mon expérience, que je l'ai commencé, vécu et clôturé, le sujet est clos. On part à autre chose. C'est vrai qu'il y avait Vivian et Nathalie dans ta saison 8, et c'était Leïla Ben Khalifa qui avait remporté. Que t'avais quoi? Non, ils avaient essayé de nous rapprocher. Parce parce qu'ils s'étaient dit... je pense, hein, après ça reste un ressenti, comme j'étais proche de Tam à l'époque, ils se sont dit il aime peut-être les métis, Leïla colle un peu au profil, au stéréotype de fille qui pourrait lui plaire, etc. Bon, en même temps, ils se sont un peu plantés. Pourquoi ils se sont plantés? Parce que pareil, Leïla, ça collait pas spécialement. C'était son attitude, on n'avait pas plus d'atomes crochus que ça non plus. Donc, Puis moi, j'étais pas là pour ça. Moi, tu vois, je fais pas une émission pour me dire, ok, si je me mets en couple, j'existe dans le programme, etc. Si je me mets en couple parce que vraiment il y a un vrai truc, why not, tu vois? Tu me mets à l'époque, parce que Jade, on lui a forcément proposé de faire Secret aussi, elle me l'avait dit. Si on avait mis Jade dans ma saison comme par hasard et que justement nos caractères sont ceux qui sont encore et qui ont été, je me serais peut-être mis avec elle dans le jeu, mais parce que c'est vrai. Je me serais pas mis avec quelqu'un pour le buzz, c'est pas mon truc.
Mais on a dû t'en proposer, je pense, des programmes, parce que tu as attendu 9 ans, presque 10, avant de reparticiper aux 50 avec Jade. On va en parler dans quelques instants. Mais entre-temps, on va pas se mentir, tu as le physique, tu as le cerveau, tu as l'esprit, tu as l'attitude. Tu as dû en avoir plein des propositions. Plein, oui et non, parce que finalement, quand tu refuses les 3-4 premières propositions après une télé, quand c'est encore sur le feu, à un moment, même les Dircast, ils comprennent que bon, il va refuser tout ce qui va arriver en boucle. Puis en même temps, j'avais un schéma de vie qui n'était pas du tout conventionnel, où j'étais tout le temps en vadrouille, j'étais en voyage, j'étais plus occupé à créer mon avenir qu'à faire de la télé. Alors maintenant, quand tu me proposes un programme vraiment qui me parle, j'y vais. J'aurais peut-être fait de la télé même avant les 50 si, entre-temps, on m'avait proposé à l'époque un Koh-Lanta ou quelque chose qui colle plus à ma personnalité et à moi. J'ai pas attendu volontairement 10 ans pour réapparaître, coucou, je suis là. C'est juste que quand il y a eu les 50, j'ai eu vent de la saison 1, j'ai compris un peu ce que c'était, ça m'a attiré, un petit coup de fil, hop hop, et j'étais dedans. Parce que c'est quelque chose qui me parle. C'est pour ça que tu acceptes la saison 2. Exactement. Purement par jeu. Ah, purement par jeu, parce que j'avais... Non, enfin, la saison 2, par jeu, parce que j'ai découvert la saison 1 en dilettante. J'ai pas regardé toute la saison, j'ai regardé 2-3 épisodes. Je me suis dit, c'est quand même très sympa. Il y avait un peu l'aspect histoire interne, de couple, etc. Forcément, tu fais un programme, tu es obligé d'avoir un petit peu des deux pour que la sauce, elle prenne. Je le conçois et je trouve que c'est normal. Enfin, tu fais un programme pour faire de l'argent. In fine, tu vois, c'est pas pour le bonheur des gens, c'est aussi pour tout ça. Donc j'ai accepté le côté aussi télé-réalité, mais moi j'étais plus axé sur le côté jeu. Oui. Et je pense que si on m'a vu dans la saison 2, on le voit clairement que je suis là pour jouer. Je suis pas là pour exister, je suis pas là pour être dans des histoires, je suis pas là pour faire de la durée télé. Je me mixais pas avec les histoires des autres, c'était pas mon but. Moi j'étais là, je voulais aller dans le jeu, je voulais montrer mes valeurs, je voulais prouver qu'on peut gagner dans un jeu, ou en tout cas aller loin en restant droit dans ses bottes, c'était mon but premier. Ayant un enfant, je me dis, bon, il a 4 ans, hein. Je me dis, mais s'il a l'âge de vraiment comprendre, il regarde l'émission et il se dit, papa, t'as été loin, hein, mais qu'est-ce que t'en as trahi des gens ? C'est pas ce que j'aurais voulu. Ah, ça t'aurait gêné, ouais. Même dans le cadre du jeu. Ouais, parce que pour moi, le jeu, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de vie de tous les jours mise sous une loupe. Tu sais, c'est un peu un microcosme, mais de la vie réelle. Donc, moi, je préférais lui montrer qu'en étant droit, en étant carré, en étant performant, on peut arriver loin, et c'est ce que j'ai réussi à prouver dans la saison 2. Mais oui, parce que tu es allé en finale avec Amélie Netten. Ouais, c'est elle qui a gagné. Oui, au vote du public, mais ça, c'est ce qui était un peu logique. J'ai 100 000 followers ou 120 000, elle en a 1 million. Elle a fait 10 ans de télé. Moi, je fais 3 télés en 10 ans. Enfin, tu vois, c'est pas le même schéma. Donc, j'étais complètement conscient de perdre la finale. Mais pour moi, de fermer la porte du château, c'était ma réussite. Sans trahir, sans être fourbe, et en étant juste moi-même. Sans montrer plus que ce que je suis, moins. Je me suis pas retenu, je me suis pas forcé. J'ai joué le truc. Participer à la saison 3 des 50, c'était pour prendre ta revanche ou c'était pour une toute autre raison ? Pas du tout la revanche, parce que j'avais tout à perdre. Honnêtement, tu peux pas aller plus loin qu'aller en finale. À part gagner au vote du public, statistiquement parlant, c'est compliqué d'aller 2 fois en finale, sachant comment une prod fonctionne. Même si la prod n'a pas la main sur le jeu, tu comprends que dans le cheminement, la probabilité d'arriver 2 fois en finale, elle est très, très, très mince. Je l'ai fait uniquement parce que j'ai adoré le jeu. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai adoré la saison 2. C'était un petit mois de parenthèse de vie que je peux me permettre d'avoir aujourd'hui. Je dis pourquoi pas le refaire. Pour le coup, Amélie Netten, elle a eu un rôle dans cette saison 3, mais un rôle totalement différent, parce qu'elle n'était pas du tout participante, mais elle était quelque part un petit peu animatrice. Elle a été très critiquée pour ça. Les gens disaient qu'elle ne savait pas parler, qu'il fallait mettre une vraie animatrice. Ouais. Pourquoi mettre Amélie Netten ? Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, je trouve qu'elle avait sa place. Écoute, elle a eu un rôle qui a été créé pour elle, parce que c'était pas un rôle qui était primordial dans le cheminement de l'émission et dans le déroulement, mais pour moi, elle a eu son rôle. Elle a gagné la saison 2, why not ? Moi, je trouve qu'elle s'est bien débrouillée pour quelqu'un qui a jamais vraiment présenté d'émission. C'est un vrai métier, c'est pas aussi simple. Non, je trouve qu'elle a fait ça très bien. Les gens qui critiquent, de toute façon, il faut toujours un petit peu retourner le doigt vers soi. C'est facile de pointer, de critiquer. Aujourd'hui, on a tous la critique facile. Sur les réseaux, tout le monde a la parole. Mets-toi à sa place, fais-le, fais mieux, et après, tu peux commencer à parler. Et de ton côté, participer à une télé-réalité, à une aventure comme les 50 avec ta femme, à ce moment-là, Jade, ça change la donne ? Pas spécialement, parce que j'ai été moi-même, elle a été elle-même. On est comme on est dans la vie. On a joué de la même manière. Enfin, il n'y a pas eu de complications. Seul, j'aurais pas spécialement joué autrement.
Non. Franchement, c'était même un support. Après, il y avait l'aspect quand même stress. Parce que pour moi, je stresse pas. Tu vois, pour moi, j'ai un contrôle du stress dans la vie de tous les jours. J'ai fait presque toute une vie de sport de combat où j'étais en compétition, où j'ai dû apprendre à gérer le stress. Donc pour moi, je l'ai pas. Par contre, pour elle, vu que c'est la personne, encore aujourd'hui, qui je tiens le plus au monde, bah, j'avais peur qu'on l'attaque, j'avais envie de la protéger. Et dans un cadre de jeu comme ça, où tu as 50 personnes au début, en plus, j'avais plus les codes de la télé. Je t'avoue que moi, je suis arrivé là-dedans un peu de nouveau, tu vois. J'avais plus l'envie de la protéger. C'est vrai que c'était un peu pénalisant à ce niveau-là, mais elle n'a pas besoin d'être protégée. C'est quelqu'un d'énormément indépendante, qui a un fort caractère, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle fait. Elle n'a pas besoin de ma protection. C'est plus moi et moi-même. J'ai toujours aimé lui éviter des galères. Tu vois. Donc, voilà, c'est positif et négatif sur ces 2 points. C'est en 2018 que vous vous mariez avec Jade, Ouais. le 12 juillet 2018 exactement. Vous êtes mariés après combien de temps de connaissance? Alors, nous, on a toujours des dates clés. On s'est parlé, on s'est vu pour la première fois le 28 novembre 2015. C'était le jour de son anniversaire, je ne savais pas du tout. Premier café. On s'est mis ensemble le 31 décembre de la même année, donc 2015 à 2016 à minuit. J'ai fait ma demande en mariage le 17 août, le jour de mon anniversaire, parce que forcément, elle était tellement occupée à m'organiser mon anniv qu'elle n'a pas du tout vu venir le truc, c'était volontaire. Donc on a toujours des dates clés comme ça. Donc le 12 juillet, bon, je sais pas si tu as pu faire le lien avec la Coupe du Monde, c'est pas du tout le cas. C'est juste la seule date pendant l'été où son père n'était pas en vacances, où nos proches étaient là. Enfin, c'est tombé sur cette date. C'est marrant ça de lui faire une demande en mariage le jour de ton anniversaire. C'est-à-dire que tu associes ton jour à votre jour. Exactement. En fait, ça dépend comment on le prend. Moi, l'idée, c'était on était à Los Angeles, on habitait là-bas à ce moment-là. On allait quitter Los Angeles, donc on était sur les départs pour rentrer à Paris. Elle était tellement occupée à m'organiser un truc. Et moi, j'adore tellement le challenge que je ne savais pas ce qu'elle organisait. Je me suis dit, en fonction de ce qu'elle fait, j'improviserai ma demande. Mais tu avais déjà anticipé, tu avais déjà prévu. J'avais la bague, j'avais tout, oui. Mais je ne savais pas ce qu'elle faisait pour mon anniversaire. Donc j'ai dû composer avec son orga et intégrer la demande pour vraiment avoir un effet de surprise, parce que pour elle, c'était ma journée et c'est devenu sa journée. Parce que moi, mon anniversaire, je m'en fiche en vrai. Comment vous vous étiez rencontrés? C'est quoi votre histoire à tous les deux? On a tous une histoire particulière. Ouais, pas particulière. On n'a pas une histoire non plus incroyable. C'est qu'on s'est croisés à Paris aux alentours de 2013, 14. On s'est croisés. On avait un petit peu tchatché ensemble sur les réseaux, mais sans plus. On s'est croisés. On n'a pas accroché, bizarrement, parce qu'on s'est juste dit bonjour en soirée. Moi, j'étais avec des potes. Elle s'est dit, oh, c'est peut-être pas mon type de mec. Moi, je l'ai vu aussi dans son univers. Je trouvais que c'était pas non plus ce qui collait à l'époque. Et on a commencé à reparler aux alentours malheureusement sur un événement assez malheureux, c'était les attentats du Bataclan. Donc c'est dans cette époque-là, je pense on avait pris des nouvelles mutuelles et elle m'a demandé justement si moi j'allais bien, parce qu'elle avait eu vent de ce qui s'était passé en France. Je crois qu'elle était à New York à l'époque. Je lui ai juste dit, oui, écoute, moi tout va bien. D'ailleurs, je renouvelle mon visa américain, je risque d'aller aux États-Unis dans 2-3 semaines, je vais à Miami pour renouveler mon visa. Je risque de faire un petit saut à LA parce que ça me manque. Si tu y es, on peut se croiser pour un café. Voilà. Avec déjà en porte de sortie, tu sais, la petite excuse de « Ah, mais j'ai un rendez-vous après », elle avait la même chose en tête. Finalement, le café s'est transformé en 9 ans de vie commune avec un enfant. Donc c'est assez cool. Si tu retournes en arrière, est-ce que tu aurais pu songer, est-ce que tu aurais pu le savoir que vous auriez eu cette histoire-là? Est-ce que vous étiez faits pour être ensemble? Est-ce que vos âmes, elles étaient faites pour se rencontrer? Je pense que ça, on l'a découvert rapidement après notre premier café. Ouais. Quand on a bu notre premier café ensemble, il y a eu un truc qui s'est passé, mais on l'a pris vraiment tranquillement. On n'était pas dans le coup de foudre un peu cliché des films. C'était pas la grande révélation, mais on s'est découvert. On était parti pour boire un café d'une heure. Finalement, les 3 jours où j'étais à LA, on s'est vu les 3 jours. Et on n'a fait que parler. Mais comment tu peux rencontrer quelqu'un 2-3 ans avant, ne pas avoir ce truc et l'avoir 2-3 ans après? Ça veut dire que potentiellement, on peut croiser des personnes avec qui il ne se passe rien. Bien sûr. Et ça devient ton âme sœur 2 ans après. Et tu ne le savais pas à ce moment-là. Pas du tout. Mais ça, c'est dingue. Le timing de vie fait tout. Tu sais, chacun évolue. Et la vie, elle n'est qu'une rencontre de coïncidences et de hasard. Enfin, le hasard, c'est un grand mot, mais il y a 2-3 ans auparavant, c'était pas, il y avait pas ça, il y avait pas ce truc.
mauvais endroit, mauvais moment, mauvais timing de vie. Voilà, c'est vraiment une question de timing en fait. Au moment où tu l'as rencontrée, tu savais qu'elle était la fille de Franck Leboeuf, le champion du monde de 98, pour ceux qui n'étaient pas nés. Bah, forcément, oui, parce que le nom. Mais après, pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai jamais été foot. Du tout. C'est vraiment pas du tout mon sport. Moi, j'ai toujours été dans les sports de combat. Bien évidemment, français dans l'âme, même si j'ai grandi au Luxembourg. La Coupe du Monde 98, j'étais assez jeune, je m'en souviens. Très cool, mais pour moi, qu'elle soit la fille de Franck Leboeuf ou du postier d'à côté, c'était pas mon problème. Moi, c'était Jade que je rencontrais. Et c'est la chimie qu'on a eue à ce moment-là qui fait la différence. Après, le reste, c'est vraiment complètement... Enfin, ça n'a aucun impact. Aujourd'hui, tu le regardes quand même dans Danse avec les stars, même si c'est ton ancien beau-père. Non, parce que comme je t'ai dit, moi, je t'avais dit auparavant, je regarde pas la télé. Si je tombe dessus, je vais regarder, parce que je suis sûr qu'il va faire des prestations de dingue, parce que c'est un perfectionniste qui a énormément d'énergie à donner et qui est bon quand il entreprend quelque chose. Maintenant, je t'avoue que j'ai pas regardé, clairement. Je vais essayer de regarder les replays pour voir, mais j'espère qu'il va aller loin. Je vais te montrer une autre photo. Cette fois-ci, je pense que tu vas la préférer. Ok, c'est sûr que ça peut être... Ah c'est ton fils. Ouais. C'est ton fils et toi. Ma plus grande fierté. Ta plus grande fierté. Ah bah tu vois, direct. Je l'aime tellement, c'est ouf. Je suis très émotif, en fait. Et tout va bien. Hein. Juste une photo, c'est parce que je l'aime tellement que... Voilà. C'est un amour que tu connaissais pas forcément avant qu'il soit là. Non, pas du tout. Après, je savais... Moi, je suis quelqu'un de très émotif. Je suis très sensible. Je dis pas hypersensible parce que c'est des termes qu'on utilise tout le temps. Je suis pas hypersensible, tout ça. Je suis très sensible. Moi, un mot, une image, un ressenti, une musique, tout peut me déclencher. Et je pense que sa naissance, elle a fait un vrai tournant dans ma vie parce que avant, je vivais beaucoup pour moi. Tu vois, quand tu es quelqu'un comme moi qui vit... parce que j'ai grandi avec des parents présents. Présents dans le sens physique. Oui. Mais ils étaient tellement occupés avec le travail. Ils ont toujours été à la maison. Mais moi, j'ai toujours su m'occuper tout seul. Oui. Je lisais très jeune, je faisais mes trucs, j'étais beaucoup dehors avec mon vélo, avec mes potes. J'ai grandi vraiment, entre guillemets, en me construisant tout seul. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mon fils, j'ai envie qu'il vive toutes les expériences possibles de la vie, mais si possible, avec un pilier à l'arrière qui est là en cas de vacillement, tu vois. Et quand il est né, j'ai eu un vrai goal de vie et je me suis dit, maintenant, moi, je suis au second rôle. Et c'est pour moi le plus beau rôle de ma vie. C'est quoi? C'est la fibre paternelle? C'est la fibre maternelle? On peut aussi avoir la fibre maternelle quand on est père. Bien sûr, bien sûr. Bah après, avec Jade, l'avantage, c'est qu'on a, une éducation déjà qui est complètement fusionnelle, en adéquation l'un avec l'autre. On est complémentaires et on se comprend dans l'éducation. Elle a ce côté plus maternel, donc plus réconfortant et en même temps plus protecteur. Et moi, j'ai le côté plus guide, mentor et en même temps pote. Et ça se complète énormément bien. Mais ouais, j'ai eu les larmes aux yeux pendant 2 minutes, alors qu'il y a vraiment, c'est vraiment une photo en plus très cool. On a rigolé, on était en balade à Bali et tout. Mais c'est juste que c'est ce petit bonhomme, je lui souhaite d'avoir une vie mais riche en tout. Et je me vois un peu comme un berger, c'est-à-dire que moi, je suis pas là pour lui donner des leçons. Je suis là pour l'orienter, mais il doit faire ses erreurs, ses expériences. Je sais pas comment t'expliquer. Je pense qu'il faut vraiment le vivre. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Comment elle t'a fait évoluer, cette paternité? Bah, tout simplement en apprenant ce que c'est de ne plus se mettre en priorité. J'ai toujours vécu en tant qu'enfant unique, en tant que solitaire, en tant que nomade voyageur, on peut me considérer comme on veut, tous mes potes me voient comme ça. Là, subitement, j'avais une responsabilité. Parce que c'est un petit bonhomme qui a rien demandé, comme tous les enfants qui naissent. Ils sont là, on leur a pas demandé pourquoi ils sont là. Et si tu as une once de conscience humaine, bah, tu te dois, en tant que responsable de sa présence, tu te dois de tout donner à cette personne, à cet être fragile qui est complètement innocent, qui ne connaît encore rien, qui doit tout découvrir. Et c'est ton rôle, mais c'est le rôle le plus important. Parce que c'est ce qui forge l'avenir aussi du monde, entre guillemets. Il s'appelle comment? Elon. Elon James, si tu veux composer, mais ça, c'est Elon, quoi, globalement. Rien à voir avec Elon Musk. Hein. Rien à voir, non, pas directement. Après, c'est un nom... Elon Musk est d'origine sud-africaine. Moi, vu que j'ai un lien très proche avec l'Afrique du Sud,
C'était déjà un petit point qui amenait au nom Elon. Ensuite, t'as le fait que c'est un nom court, facile à lire, pas de faute d'orthographe, normalement. Ça peut arriver. Hein. Tu vois, je voulais un truc simple, efficace, et en même temps, je sais pas, Elon Musk, c'est quand même quelqu'un qui a révolutionné le monde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, il y a tout cet aspect, donc on était d'accord directement avec Jad et James pour le côté James Dean, un peu le style, tu vois, un peu le charisme. Il s'avérait que le père de Jad, qui s'appelle Frank, a en deuxième prénom James. On s'est dit, bah écoute, go pour Elon James, hein, tout colle. Mais est-ce que tu penses que notre prénom, il nous oriente pour notre vie? Est-ce que notre prénom peut déterminer les qualités ou les défauts que nous aurons? Je suis pas certain. Après, c'est forcément, sur une décision parentale, tu vis avec un nom jusqu'à ta mort. C'est quand même quelque chose, à part si tu décides de le changer. C'est quand même une lourde responsabilité qu'on prend assez à la légère. Maintenant, est-ce que ça impacte ta vie? Oui. Si tu t'appelles ton fils Scholastique, je pense que dans la vie, ça va lui porter préjudice et ça va impacter sa vie. Maintenant que tu l'appelles Pierre, Paul, John ou Jacques, je suis pas certain que ça impacte énormément son cheminement de vie. Non. Il a quel âge, Elon? Là, il a 4 ans et demi. Bon, il est du mois d'août, donc il va sur ses 5 ans l'été prochain. Est-ce que ta rupture avec la maman, donc avec Jade, en tant que parent, vous arrivez à la vivre de façon constructive pour l'éducation de l'enfant, ou est-ce que vous avez eu à un moment donné un sentiment d'échec en tant que parent, je parle, hein, pas en tant que couple dans un premier temps? Bien sûr, je pense que en toute séparation, il y a une remise en question, à part des gens qui s'en fichent complètement. Forcément, tu culpabilises parce que tu te dis, mais est-ce que cet enfant a vraiment demandé que ses parents soient séparés? Non. Enfin, il demande rien, parce qu'à 4 ans, voilà. Tu culpabilises forcément. Après, tu relativises dans un second temps, quand tu as un peu de maturité et de recul, tu te dis, bon, est-ce que c'est forcément mal? Nous, en plus, on n'était même pas en mauvais termes à la maison. Tu sais, il y a des familles qui se déchirent. Il vaut mieux être séparés en bons termes qu'ensemble en se déchirant. Nous, c'était pas notre cas. C'est juste la vie nous a un peu épuisés, etc. Mais échec, je pense pas, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'Elon est super équilibré. On fait tout pour qu'il ne le sente pas, pour que ce soit un jeu pour lui. Papa, maman, on a 2 maisons. Enfin, maintenant, on a 2 maisons. On l'a intégré dans les recherches d'appartements. On se voit encore beaucoup tous les 3. On va au parc, on va au restaurant. On a toujours une très bonne entente. On est toujours fusionnels. On va pas se mentir, on s'aime encore. Donc, il y a tout cet aspect où priorité à Elon, mais priorité aussi à notre bien-être. Parce que même sans Elon, je pense qu'une rupture, elle n'est pas forcément une déchirure. On peut très bien se séparer parce qu'on évolue, parce que la vie fait les choses, parce qu'on vit dans un monde qui va vite. En plus, nous, on a vraiment été très, très rapide sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en 9 ans de relation, on a fait 8 déménagements, 2 continents, 3 pays, des restaurants, un food truck, de l'influence. On vit ensemble, on travaille ensemble. C'est beaucoup. Et à un moment, quand tu n'arrives plus à respirer, tu n'as plus d'énergie à le donner à l'autre, à un moment, tu commences à heurter un mur. Et il y a toute cette démarche que beaucoup de gens autour de nous trouvent matures sur ça, parce qu'il y a bien sûr des ajustements à faire, etc. Mais la priorité vient à Elon, mais aussi, je pense que sans Elon, on serait là. Enfin, tu te fais du mal à toi-même quand tu te déchires, quand tu te bats, quand tu mêles l'aspect judiciaire, enfin, tu vois, le divin. C'est pas nécessaire, mais tu vois. Le conflit fait mal. Mais qu'il soit amoureux, qu'il soit amical, qu'il soit professionnel. Mais bien sûr. On se fait du mal. Bien sûr. Alors, intelligemment, pourquoi ne pas le faire bien, tu vois? Là, j'ai vu qu'on est sorti sur les réseaux le soir de la Saint-Valentin au restaurant. On était à l'Hippopotamus, en plus. C'était vraiment le truc glamour possible. Non, parce que tout simplement, on avait fait une balade avec Elon en vélo. Il avait faim. J'ai regardé sur Maps un restaurant pas loin. J'ai vu l'Hippo. Je me suis dit, très facile. Burger, frites, viande, etc. On est allé, on a mangé tous les 3. Que ce soit le soir de Saint-Valentin ou pas. Tu vois, on calcule pas les trucs. Bien sûr. On a vécu notre truc, on était en vélo, on est allé là, on a mangé. Fin de l'histoire. Mais est-ce que vous avez quand même posé des mots? Est-ce que vous lui avez expliqué la situation avec des mots à sa portée? Bien sûr. Ou est-ce que c'était pas nécessaire? Non, on lui explique, mais il n'est pas obligé de savoir les tenants, les aboutissants de nos vies. Je pense qu'il y a aussi une séparation qui peut être compliquée parce qu'il change d'école, il y a plein de changements dans sa vie. Sur le moment, tu culpabilises, tu dis, mais le pauvre, il va de nouveau, tu vois. Mais finalement, ça va le forger parce que la vie n'est pas rose. Pas par ici. La vie n'est pas simple et honnêtement, tant que tu le fais dans la bienveillance et avec un vrai accompagnement conscient,
bah, ça va juste l'endurcir, le forger, et ça va pas le déstabiliser pour autant. Là, il le vit archi bien. On a parlé avec ses enseignants, il est super de bonne humeur, il est avenant, il rigole, il joue, il est équilibré, et ça nous rassure, donc on sait qu'on fait les choses bien. Et au niveau du couple, avec Jade, après toutes ces années, à quel moment vous vous êtes dit, vous avez fait le constat, vous vous êtes dit, on va arrêter notre relation? D'autant que je t'ai entendu, il y a quelques minutes, me dire, on s'aime encore. Bah, en fait, il y a plein de facteurs qu'on n'a pas envie de mentionner, parce que ça regarde personne, mais on s'est dit que parfois, il faut prendre du recul. Peut-être qu'on se retrouvera, peut-être qu'on ne se retrouvera pas, peut-être qu'on sera plus épanouis séparés en bons termes qu'on l'était en couple, peut-être qu'on va se manquer et que dans 6 mois on se remet ensemble en disant mais quelle connerie. On n'en sait rien et on laisse la vie faire son cheminement et puis écoute, advienne que pourra. Mais comment on se sépare quand on s'aime? Pourquoi on se sépare quand on s'aime? Qu'est-ce qui fait qu'on se sépare quand il y a encore de l'amour? Bah, parce que tu peux aimer une personne, mais tu peux parfois oublier de t'aimer toi. Tu vois? Tu peux te perdre dans une relation. Quand tu as tellement de facteurs externes qui viennent à toi, positifs, négatifs, stressants, professionnels, émotionnels, de tout, familial, quand tu commences à cumuler, à un moment, bah, tu fais face, et à un moment, bah, tu perds pied. Et tu dois malheureusement, de temps en temps, faire des choix égoïstes pour survivre. Et avec Jade, on était arrivé à un point où on ne savait plus comment avancer. On a fait face à des problèmes, on a vu des choses, on a fait des choses, et on s'est dit, bon, maintenant, quelle est la suite? Est-ce qu'on doit se détester un jour? Est-ce qu'on doit perdre cette flamme et s'éteindre? Ou est-ce qu'on prend une décision un peu plus drastique? Et on verra. Moi, aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est qu'on soit équilibrés tous les deux, chacun de notre côté. On n'a aucun problème à se voir. On va peut-être même partir ensemble au ski pour que le petit puisse faire du ski, pour qu'il voit ses parents quand même évoluer ensemble. C'est important. Nous, on s'entend bien. Le petit adore nous voir ensemble. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, on doit des comptes à qui? Qui va nous juger en disant ils se séparent, ils se revoient, c'est du buzz, c'est pas du buzz? Non, on s'en fout. C'est pas ton problème. On fait exactement ce qu'on sent. Et puis voilà. Est-ce que vous vous entendez mieux aujourd'hui parce que justement vous avez pris cette décision? Est-ce que... Moi je trouve ça très mature, je trouve ça extraordinaire de terminer une histoire et de la continuer différemment de cette façon-là. Mais vous avez dû rencontrer des difficultés quand même en tant que couple à un moment donné. Il y a peut-être dû avoir des disputes et c'est peut-être justement pour préserver tout votre amour et tous les super trucs que vous avez vécus que vous avez voulu mettre ce terme pour pas tout gâcher. Bien sûr, il y a eu énormément de points négatifs qui viennent de moi, qui viennent d'elle, il y a des ajustements à faire. Après, dans tous les couples, c'est le cas. Nous, ce qu'on montrait sur les réseaux, c'est la réalité. On a toujours été fusionnels, on a toujours été enfin vraiment, on formait qu'une seule et même entité. Mais tu t'imagines ce que c'est quand même 9 ans dans un monde actuel qui est quand même compliqué, de tenir la route dans un milieu en plus sur les réseaux, personnalité publique, l'entrepreneuriat, les déplacements, les déménagements, les voyages. C'est tellement au final de pression qu'on endossait. Ben à un moment, on a été épuisé. Et quand tu n'as plus rien à offrir à l'autre, parce que toi-même, tu n'as plus rien, tu es vide. Donc l'idée, c'est de savoir aussi se retrouver. Parce que on dit toujours s'aimer soi-même pour aimer l'autre. Mais quand tu oublies de t'aimer, ben comment tu veux offrir à la personne avec qui tu partages ton quotidien? Mais tu vois, je vais te dire, enfin ça fait peur. Non, ça fait pas peur, parce qu'au contraire, je trouve que la finalité, entre guillemets, même si c'est un nouveau départ, elle est très belle et c'est un très bel exemple que tu nous témoignes aujourd'hui. Mais moi, tu vois, je suis en couple depuis 10 ans. Ok, je l'aime, mon copain, tu vois. C'est sûr que plus les années passent, la relation elle n'est pas la même, avec la même intensité que dans les premières années. Sûr. La passion que tu connais au début, la passion qui t'enflamme comme ça, elle s'étiole un petit peu avec le temps et c'est une autre forme d'amour qui arrive. Mais moi, qu'est-ce qui me dit en fait qu'un jour, je vais pas être dans votre position? Bah rien. Ça me fait peur. Tu vois, pas parce que je l'aime et je me dis, mais ça se fait, on s'aime, mais un jour on va se dire, faut qu'on se quitte. Écoute, oui ou non. Mais après, tu sais, pour moi, il y a un facteur qu'il faut pas négliger, c'est j'allais dire un mot anglais, ça va faire le background, c'est en fait tout ton passé. Par exemple, moi je viens d'une famille, mes parents étaient 45 ans ensemble, je les ai vus au quotidien H24, puisque comme je te disais, ils ont travaillé à la maison, mon père était bijoutier, il avait son atelier à la maison, ma mère était entre guillemets son assistante, c'est elle qui faisait la compta, toute la paperasserie, donc ils travaillaient vraiment en binôme, et je les ai vus évoluer toute leur vie dans une routine avec... On voyait qu'il y avait de l'amour, clairement, mais il y avait cette routine qui, moi, m'effrayait. Tu te dis, mais c'est ça la vie?
c'est être en couple, mais en fait, c'est juste se lever le matin, se coucher le soir. Il y a pas de flamme, il y a pas de... Et moi, du coup, bah, forcément, j'ai rejeté le concept. Et moi, la forme de routine me faisait peur. Je comprends. Et j'ai essayé de l'éviter. Et Jade, à la différence de moi, c'est qu'elle a grandi dans une famille qui s'est séparée quand elle était ado. Elle en a souffert. Et elle, justement, cette routine, cette stabilité, c'était un point d'ancrage important. C'était un point d'ancrage linéaire. Et c'est là où le problème s'est posé. Parce que du coup, moi, j'avais besoin que ça bouge. Et pourtant, ça bougeait dans notre vie. Hein, tu vois, les déménagements, les voyages, le métier. Mais c'était plus profond que ça. Il y avait quand même une différence de perception. Exactement. Et tu sais, c'est des petits problèmes qui sont là dès le début. Enfin, dès le début, non, parce que vraiment, les premières années, on voyageait tellement sans enfant. Mais quand t'as un enfant qui arrive dans ta vie, c'est un vrai ajustement. T'en as qui le vivent très bien. T'en as qui ont plus de mal à s'adapter. T'en as qui vacillent beaucoup plus. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au début parce que j'ai vécu toute ma vie que pour moi. Tu vois, j'avais pas vraiment de guide. J'avais mes parents qui étaient là pour m'aimer. Donc, j'avais une stabilité. Mais j'étais tout le temps dehors. J'ai toujours compté que sur moi. Et j'ai eu du mal à avoir une responsabilité d'un coup. Jade l'a très bien géré. En fait, c'est juste la vie. Et donc, ça répondra certainement à beaucoup de questions qui se posent sur les réseaux sociaux, cette interview et notre discussion aujourd'hui, parce que j'ai vu pas mal d'interrogations de gens qui pensent, par exemple, que vous vous êtes remis ensemble parce que vous avez partagé un dîner à la Saint-Valentin le 14 février dernier. Alors attends, quand on va partir au ski, on va quoi? Ça y est, on est vraiment ensemble, non? Parce que vous avez supprimé votre poste aussi de rupture. Ouais, parce que en fait, tu sais, il y a dans le milieu de la télé, et je critique pas parce que chacun son fond de commerce. T'en as qui se mettent ensemble, c'est en grande pompe, qui se séparent, c'est en grande pompe, ça joue dessus, ça buzz dessus, ça alimente. Nous, c'est pas notre cas. C'est pas un jeu, c'est notre famille, il y a un enfant. Moi, je pense à notre fils, et Jade pense à notre fils avant tout. On a posté, parce que forcément, le questionnement, il faut à un moment y mettre fin. On a posté, et ce qui a été écrit, on l'a écrit ensemble, on l'a posté ensemble, et on l'a effacé ensemble. L'info est passée. Merci, au revoir. C'est pas sujet à buzz, c'est pas sujet à discussion. Chacun s'occupe de balayer devant sa porte. On a nos histoires, on a notre séparation. Il n'y a pas plus à dire que ça, tu vois. Elon n'a pas à avoir des répercussions, même rétroactives sur l'avenir, sur notre séparation. Si on se remet ensemble dans un an, que les gens parlent, ils se disent, bon, en fait, c'était... Ok, il y aura toujours des gens qui parlent. Oui. Que tu fasses A, B, C, blanc, noir, on parlera toujours. Alors nous, on décide de l'annoncer comme on veut, et c'est tout. Alors ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que vous avez fait un voyage de séparation. Oui, on n'appelle pas ça comme... Oui, en fait, on avait prévu ce voyage, et comme on est, encore une fois, on est en bon terme, on s'est dit de toute façon, pour commencer l'année, moi, je venais de perdre mon papa, donc il y avait beaucoup. Émotionnellement, c'était lourd, et ce voyage était prévu. On aurait pu, bien évidemment, l'annuler. Mais on s'est dit, écoute, pourquoi l'annuler? Enfin, on s'entend bien, on a toujours voyagé ensemble, on se connaît, mais plus que par cœur. Allez, on le fait. Et franchement, c'était génial. Donc vous avez fait ce voyage en sachant que complètement vos chemins allaient se séparer à l'issue de ce voyage. Totalement. Et malgré la fusion qu'on avait, parce qu'il y a quand même énormément de mécanismes, enfin, tu vois. Bah oui. Malgré tout, on a vécu notre moment sans problème, on a adoré, on a rigolé, t'as pu voir les posts, on a fait du drone ensemble. Mais j'aurais chialé tout le long du voyage, moi. Non, parce que tu sais, on est beaucoup dans l'acceptation. Tu vois, la vie, c'est vraiment... Il y a une flèche du temps, et il faut l'accepter. En fait, elle est faite de chemins qui peuvent varier, se réadapter, se réajuster. Et nous, ce voyage aurait pu peut-être nous faire réaliser, dire mais qu'est-ce qu'on fait comme connerie, viens on reste ensemble. On aurait pu se déchirer. Finalement, c'était ni l'un ni l'autre. On a profité du voyage, on a adoré, on a découvert l'Islande, on a passé des super moments. On est rentré, on était rechargé et puis on a continué ce qu'on avait prévu. Et comment arrêter les gestes d'affection? Comment arrêter une main qui va effleurer la tienne? Comment arrêter une main sur un visage? Comment arrêter un bisou dans le cou? Comment arrêter un enlacement sincère? Une bonne question, tu l'arrêtes pas. La vie l'arrêtera pour toi si elle doit l'arrêter. Nous, on s'appelle encore chérie parce que c'est automatique, y a pas de... C'est pas grave. Okay. Je veux dire, moi j'ai personne dans ma vie et je suis pas de sitôt, Jeanne non plus. Si on doit s'appeler chérie ou si on veut se prendre dans les bras, on le fait. Okay. Et si un jour, tu sais, la distance aussi, elle crée les choses. Le fait déjà de ne plus vivre ensemble crée un petit gap, peut-être que ça va s'accentuer et les choses vont se faire naturellement, mais il faut pas se forcer.
Tu peux pas avoir envie d'y aller et faire je suis plus en couple, donc je ne le ferai pas. Non, why not? Et quand tu dis on ne sait pas si dans 6 mois on peut se remettre ensemble ou dans un an, est-ce que ça veut dire juste parce que tu ne sais pas de quoi est fait l'avenir, ou est-ce que ça veut dire que ta porte, votre porte, elle reste quand même à demi ouverte? Non, c'est qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Déjà, de se retrouver soi-même, ça fait vraiment du bien. Je parle vraiment pour nous deux. On a du temps pour nous parce que tu sais, nous, on faisait tout ensemble. Tu sais, c'est pas le genre de famille où elle se lève le lundi pour le petit-déj, moi le mardi, elle le mercredi. On se levait tous les jours ensemble parce qu'on fait tout à deux. Il n'y a pas de partage de tâches, surtout pas concernant notre fils. Moi, j'aurais jamais pu, même si je rentre à 3h du matin, si à 7h il est debout pour aller à l'école, elle se lève parce qu'elle s'est couchée plus tôt, elle va me dire non mais chérie, tu peux dormir, je me lève. Et c'est pareil dans l'autre sens. Et tu réalises après un moment que tu n'as plus de temps pour toi. Et c'était dans le cas de tous les deux, tu vois. Pour le boulot, on n'arrivait plus à travailler correctement parce qu'on se sentait overwhelmed, tu vois, on était surmené par trop de stimulation professionnelle externe. Et c'était trop. C'était un trop. Concernant 2025, tu as annoncé que ce serait une année très lourde. Une année très importante. Ouais. Et tu as créé une plateforme en ligne avec une mission. Elle n'est pas encore en ligne, mais je suis dessus. Je suis un peu en train de travailler. D'accord. Et la mission, c'est vous aider à révéler votre plein potentiel. Exactement. En fait, en gros, ça fait pas mal d'années qu'on s'inspire de moi, et j'ai beaucoup de mal avec ce terme parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Autant j'ai vécu plein de choses, je suis qui pour te donner des conseils concrets à comment mener ta vie. Mais à force de voir qu'on vient vers moi constamment pour les mêmes choses, que ce soit pour l'aspect comment t'as fait pour mentalement rester stable avec toute cette vie à 100 à l'heure, comment tu fais pour passer 40 ans avec un tel physique, etc., etc. À un moment, j'étais forcé de voir que peut-être j'avais des choses à apporter aux gens. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer une plateforme qui synthétiserait tout ce que je peux engendrer comme information, que ce soit de mon vécu ou d'intervenants externes, tu vois, lors de podcasts, je te dis un expert en méditation, un expert en bain de glace, un expert en homéopathie, etc., etc. Comment synthétiser toutes les infos que je peux avoir dans le vaste monde d'Internet et du monde réel pour un peu donner les clés aux gens, mais les clés globales, tu vois. Je vais pas te dire, pour rester jeune, il faut manger 30 grammes de saumon par jour, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, c'est les clés globales de comment trouver les astuces pour toi-même t'auto-hacker, te bio-hacker pour trouver une rigueur dans ta vie. Comment trouver la force d'être discipliné, parce que la motivation, elle s'efface, c'est la discipline qui reste. Mais aussi dans un monde où tout le monde montre que le meilleur, il faut aussi dire que c'est OK si un matin, parce que tu t'étais promis d'aller au sport à 10h du matin, que tu n'y vas pas, c'est OK. Mais derrière, il faut savoir aussi que tu dois rebondir en disant « Ok, j'y suis pas allé, j'ai mangé trop gras hier, j'ai mal au ventre parce que j'ai fait une raclette la veille à minuit. Comment maintenant, tu vois, inverser la tendance, comment me réajuster ?» Il y a tout un aspect sur la longévité parce que la vie, c'est un marathon, on est d'accord. Des mecs tankés à 20 piges, t'en vois plein. Comment garder sur le long terme? Comment garder une régularité malgré une vie active? Parce que c'est facile d'aller au sport quand tu ne fais rien de ta vie. Voilà. Mais quand tu commences à avoir une famille, des impératifs professionnels, des trucs, des emplois du temps chargés, comment garder cette rigueur et pas juste lâcher prise, dire et puis je le fais pour qui? Et moi, il y avait une phrase qui m'avait un jour, qui avait vraiment résonné en moi. Ça me parle sans que je me sente impliqué. Quand quelqu'un a dit « Mais moi, je pourrais mourir pour mon enfant ». Et la personne en face répond « Mais est-ce que tu pourrais vivre en bonne santé pour ton enfant ?» Et ça, c'est vraiment quelque chose d'impactant parce que même si t'as pas d'enfant, déjà pour toi, t'as des mecs qui lavent leurs jantes des voitures tous les dimanches. Par contre, leur corps, on mange n'importe quoi, une hygiène de vie déplorable, etc. Tu te dis, mec, en fait, t'as pas compris. Ça, c'est ton véhicule, c'est pas ta voiture. La voiture, dans 10 ans, tu l'as plus. Si tu l'as encore, tant mieux pour toi. Mais je trouve que c'est important aujourd'hui de prendre soin de soi parce que ça décline tout le succès de ta vie, à tous les aspects. Si t'as pas la santé, t'as rien. Clairement, tu peux avoir des millions, si t'as pas la santé, t'as rien. Déjà, que tu ne contrôles pas vraiment l'aspect héréditaire, le cancer, les accidents de la vie, mais ce que tu contrôles, mais fais-le bien. Et donc, c'est un peu... voilà, c'est tout cet amalgame d'idées sur les années qui m'a amené à faire cette plateforme, tout simplement.
Mais on comprend mieux en fait ce qui aboutit sur cette plateforme. En tout cas, moi, je le comprends mieux maintenant que je connais un peu plus qui tu es, que je connais un peu plus ta vie, d'où tu viens. Tu es parti du Luxembourg, tu deviens prof de français, ensuite tu deviens mannequin, et puis il se passe tout un tas de choses dans ta vie, et cette somme-là fait l'homme que tu es aujourd'hui. Exactement. Et merci de nous l'avoir montré avec autant de générosité en interview en toute intimité. Mais écoute, avec grand plaisir. Stéphane Rodriguez. C'était très sympa de venir, et merci de m'avoir reçu surtout. Bah, c'était un plaisir de papoter avec toi, vraiment, tu es hyper inspirant comme garçon. C'est gentil, c'est le but. Parce que si j'inspire pas, franchement, j'arrête la plateforme direct. Non mais vraiment, c'était un plaisir de t'écouter. Donc si vous avez envie d'approfondir, si vous voulez savoir quand est-ce qu'elle sort, cette plateforme qui appartient à Stéphane Rodriguez, bah, vous pouvez aller tout simplement le suivre sur ses réseaux sociaux. Ton compte Instagram, Stéphane, c'est Rodriguez Stéphane. Rodriguez Steph. Oui, Rodriguez Steph, pardon. Avec un S, Rodriguez, on me sort souvent le Z. Rodriguez. Steph. Voilà. Ton compte TikTok, c'est Rodriguez Steph, et ton mail, c'est contact@stephrodriguez.com. Et c'est mon TikTok sur lequel je vais vraiment, parce que j'ai dû l'effacer complètement pour le relancer. Je vais le relancer bientôt, justement avec tout cet aspect podcast, avec tout ce que je peux engendrer comme information concernant la longévité, le bien-être physique, mental, le rééquilibrage de vie, etc. Merci Stéphane. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis avec autant d'attention. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Bah oui, on aime ça. Bye bye. Ciao.